Nausicaa, Centre national de la mer, à Boulogne-sur-Mer. C'est le plus grand aquarium de France. Requins, caïmans, poissons tropicaux, otaries, avec ses 35 000 animaux marins, il attire 600 000 visiteurs par an. Et Nausicaa écrit aujourd'hui une nouvelle page de son histoire. On n'a jamais réalisé ça en Europe. Devenir le plus grand aquarium d'Europe. Un pari fou. Il y avait un défi, et les hommes aiment les défis. Les équipes du chantier doivent construire un bassin géant d'une capacité de 10 millions de litres d'eau, soit l'équivalent de 4 piscines olympiques. Car c'est la taille du bassin qui détermine le classement des aquariums dans la compétition mondiale. On était avides de voir ce que ça allait donner. Waouh, le spectacle! Pour cela, elles doivent créer la plus grande baie vitrée d'Europe. Il fallait que ça fonctionne et du premier coup. Il y avait une tension, vous voyez, qui était palpable. Et pour alimenter les gigantesques bassins, les équipes vont devoir mettre au point un système de filtration d'eau unique au monde. Les soigneurs de Nausicaa devront accueillir plus de 22 000 animaux supplémentaires, dont les futures stars du bassin, des requins marteaux. Vous ne pouvez pas être sûr à 100% de tout, c'est impossible. Les ingénieurs doivent concevoir des vitrages capables de résister à une pression de plus de 500 tonnes. Chaque étape de la construction est une prouesse technique. Les équipes du chantier et de l'aquarium n'ont que 2 ans. Et tout ne se passera pas comme prévu. Ça a été l'horreur. Bienvenue dans le plus grand aquarium d'Europe. Le chantier de tous les défis. Direction Boulogne-sur-Mer, dans les Hauts-de-France. Nous sommes sur le chantier. Nausicaa ambitionne de devenir le plus grand aquarium d'Europe. Et pour cela, il doit doubler sa superficie. La tâche est titanesque et les équipes ont une contrainte supplémentaire. Pour tenir les coûts, le chantier doit être terminé en moins de 2 ans. Plus d'une centaine d'entreprises travaillent à pied d'œuvre. Elles doivent déblayer 50 000 tonnes de gravats, soit l'équivalent du poids de 5 tours Eiffel. Couler 13 000 mètres cubes de béton et creuser une fosse de la taille de 4 piscines olympiques pour créer le plus grand bassin d'Europe. Il est destiné à accueillir les espèces de haute mer, le tout en un temps record. Pour Nausicaa, l'enjeu est vital. Il doit se maintenir dans la compétition mondiale. Une véritable course au gigantisme dans laquelle se sont lancés les plus prestigieux aquariums du monde. On est en train de doubler Nausicaa. Les établissements comme les nôtres sont plus ou moins condamnés, si je puis dire, à présenter des grosses nouveautés tous les 5 ans, 10 ans pour pouvoir se développer. Grâce à cet extraordinaire agrandissement, Nausicaa deviendra un centre incontournable pour l'étude et la préservation de la vie marine. Il abritera 2 fois plus d'animaux marins qu'actuellement, dont de nombreuses espèces menacées d'extinction. Les équipes de Nausicaa espèrent ainsi attirer plus d'1 million de visiteurs par an pour les sensibiliser à la fragilité des océans. C'est seulement si on arrive à séduire les visiteurs, à les emmener ailleurs, qu'ils vont pouvoir s'intéresser à ce qu'ils voient. Avec une telle ambition, il fallait un projet architectural à la hauteur. Les plans du bâtiment ont été confiés à Jacques Rougerie. Cet ancien collaborateur du commandant Cousteau est l'auteur du projet Sea Orbiter, une station maritime futuriste dédiée à l'étude des océans. Pour Nausicaa, l'architecte a imaginé un bâtiment aux formes totalement novatrices. Le spectateur aperçoit une image différente en fonction du point de vue d'où il se trouve. Chaque image évoque le monde marin.
Cette imitation de la nature, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Des créations architecturales qui reproduisent des formes existantes dans le monde naturel. Donc on voit ces coques comme des coques de coquillage sans faire d'un coquillage, mais ça peut être une raie, donc des grandes ailes d'un coquillage, on ne sait pas, mais c'est la mer. C'est ce que faisait Léonard de Vinci, le biomimétisme. Le génie de la nature, comprendre le génie de la nature, l'adaptation. L'ensemble du projet architectural est un véritable défi technique. À commencer par le grand bassin. C'est le cœur du chantier. Car c'est la taille de ce bassin qui détermine le classement des aquariums dans la compétition mondiale. Pour devenir le plus grand d'Europe, le bassin de Nausicaa aura une capacité de 10 millions de litres d'eau. Un bassin de 10 millions de litres, c'est colossal. On n'a jamais réalisé ça en Europe. Doté d'une longueur de 60 mètres, d'une largeur de 35 mètres et d'une profondeur de 8 mètres, le bassin est conçu pour que les visiteurs aient en permanence l'impression d'être immergés au fond des eaux. Le parcours débutera par un balcon d'où ils auront la sensation troublante de plonger en haute mer parmi les requins, vertige garanti. Puis ils traverseront un tunnel sous-marin de 18 mètres de long, entouré de plus de 10 000 coraux, pour atteindre une baie vitrée de plus de 100 mètres carrés. La plus grande d'Europe. Elle offre une vue sur une reconstitution du sanctuaire marin de Malpelo, en Colombie, le clou du spectacle. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Malpelo abrite des centaines d'espèces différentes. Un paradis pour les scientifiques. À l'image de cette île, l'objectif du futur grand bassin est de devenir un lieu de préservation pour les animaux marins menacés. C'est pas seulement montrer un grand bassin qui est un morceau de mer. On montre un bassin qui en fait est comme s'il avait été creusé sur la pente de Malpelo. Il accueillera de nombreux bancs de poissons, des platax, des poissons tropicaux, des raies et surtout des requins marteaux, une espèce en voie d'extinction. Mais reconstituer le fond de ce sanctuaire marin est un défi colossal pour les équipes du chantier, surtout avec un délai restreint. Des bassins ou des aquariums comme celui-là, il n'en existera pas deux au monde. On est vraiment sur un objet très particulier. Vous ne pouvez pas être sûr à 100% de tout, c'est impossible. Donc il faut accepter l'inconnu. Pour réaliser cette performance, les équipes du chantier ont dû entièrement modéliser la maquette du bassin en 3 dimensions. Dans ce bâtiment, il n'y a rien de droit. Il n'y a pas un mur de droit. Le seul moyen d'arriver à nos fins et d'appréhender le bâtiment et ses volumes, c'était de le mettre en 3D. Ainsi, pour fabriquer un bassin identique au fond des océans, il faut réaliser une maquette entièrement numérique. Elle reproduit au millimètre près le bâtiment final, des fondations jusqu'au toit, en passant par l'alimentation en eau de mer et le système électrique. Tout y est répertorié. L'utilisation de cet outil a été d'une grande aide sur un projet dont la géométrie complexe imposait qu'on travaille au millimètre. C'est surtout un gain de temps essentiel. Il reste désormais moins de 18 mois aux équipes pour livrer l'aquarium. En attendant que le grand bassin soit réalisé, dans les anciens bâtiments de Nausicaa, les aquariologistes, spécialistes des aquariums et de la zoologie marine, préparent déjà l'aménagement du nouveau site. Nausicaa est le plus grand centre européen d'élevage de coraux. Il fournit les plus importants aquariums mondiaux. Un rôle essentiel, car si rien n'est fait, ils auront disparu en 2050. Les aquariologistes bouturent, autrement dit, font se reproduire plus de 70 espèces de coraux différents. Et pourtant, ce ne sont pas des plantes que Ludwig manipule, mais des animaux. Alors les minuscules animaux, finalement, ce sont tous ces petits points qu'on peut voir, les petits points marrons. Ces petits animaux se développent de manière indéfinie, des structures qui datent de plusieurs millions d'années.
à l'image de la Grande Barrière en Australie, par exemple. La technique de bouturage est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'on va juste casser une petite branche ici de quelques centimètres par l'intermédiaire d'un sécateur, hein, remis dans les mêmes conditions et elle va continuer de se développer comme elle était auparavant. Et au bout de quelques mois, eh bien, finalement, ce tout petit morceau que j'aurais coupé eh bien, va atteindre cette taille-là. Mais si la technique est simple, elle reste délicate. Le corail est un animal extrêmement fragile. La moindre perturbation de son environnement peut le tuer. Et Ludwig et ses équipes sont engagés dans une véritable course contre la montre. Ils ont 1 an pour élever les 10 000 coraux qu'ils doivent installer sur les murs du grand bassin. On est beaucoup à être dessus, c'est intensif, mais c'est un challenge aussi relativement important pour nous, mais on va être capable de le remplir. Au même moment sur le chantier, les équipes entrent dans une phase délicate. La structure en béton du grand bassin est sortie de terre. Pendant qu'une partie des hommes pose la résine époxy composée d'une base et d'un durcisseur qui rend le revêtement totalement imperméable, le reste des ouvriers fait place nette pour recevoir la plus grande baie vitrée d'Europe. Un monstre de 54 tonnes, 21 mètres de longueur, 6 mètres de largeur et 38 cm d'épaisseur. Ce monstre devra supporter la pression de 500 tonnes exercée par l'eau du grand bassin contre la paroi. Seulement voilà, une baie vitrée d'une telle dimension est une première mondiale. Seules 3 entreprises au monde sont capables de réaliser une telle prouesse, dont une en Europe, en Italie. Les Italiens ont été fabuleux, parce que au début, je peux vous dire que ils ont dit, mais il est farfelu, cet architecte, nous faire cette vitre, un bassin de 10 000 mètres cubes. Donc, ils se sont un peu tirés les cheveux. Mais il y avait un défi, et les hommes aiment les défis. Pour créer un tel mastodonte, impossible d'utiliser du verre. Il faut un composé spécial, le métacrylate. Autrement dit, du plexiglas. Plus flexible et résistant que le verre, le métacrylate est la seule solution technique pour réaliser les vitres du grand bassin de Nausicaa, où aucun pan de mur n'est droit. Le métacrylate a ceci d'intéressant, qu'il est beaucoup plus léger que le verre, qu'il a la capacité à se déformer sans casser, qu'il offre bien naturellement une excellente transparence, sans déformer ni la géométrie de ce qu'on observe, ni les couleurs. Et surtout, le métacrylate va être indispensable face à la présence de nombreux requins dans le grand bassin. La peau du requin, elle a des particularités, c'est qu'elle n'est pas constituée d'écailles, elle est constituée de dents. Ce sont des minuscules dents. Simplement parce qu'il s'approche du visiteur en passant contre la vitre, le requin peut provoquer des petites rayures. Les rayures sont quasiment impossibles à faire disparaître d'une paroi en verre. Alors que le métacrylate, lui, se ponce facilement, même sous l'eau, et retrouve sa transparence initiale. Alors en cas d'avarie liée notamment à une dégradation, une rayure ou autre, effectivement on a la capacité de venir poncer ce matériau jusqu'à lui redonner une transparence parfaite. Italie, dans la banlieue de Rome. C'est un grand jour pour la direction de Nausicaa. Elle vient inspecter les vitres du futur centre de la mer. Pour tenir les délais, la société italienne a travaillé 7 jours sur 7 pendant 1 an à la conception de la grande baie vitrée et de l'ensemble des vitrages de l'aquarium. Pour la direction de Nausicaa, la qualité des vitrages est essentielle. S'ils contiennent trop de défauts, C'est pareil que ça. Ça va partir? la vision du spectateur sera déformée. Un désastre pour l'observation des animaux marins. Alors aujourd'hui, les aquariologistes du centre vérifient la surface des vitrages centimètre par centimètre. Ils traquent la moindre irrégularité. Ouais, il y a des petites blanches.
Il leur faudra 2 jours entiers pour contrôler l'immense baie vitrée et l'ensemble des vitrages de l'aquarium. Alors quand on regarde la vitre là ici, on voit une petite irrégularité, on la voit de l'extérieur et on se dit bon peut-être que ça va être perceptible du visiteur. Bon j'ai pas trop d'inquiétude parce qu'avec un polissage par-dessus, ça devrait passer complètement inaperçu aux yeux des visiteurs. Ils devraient avoir cette impression d'immersion que va donner cette grande vitre. Mais comment les ingénieurs italiens sont-ils parvenus à concevoir la plus grande baie vitrée d'Europe? La baie est en réalité composée de 7 panneaux géants qui ont été assemblés dans un hangar totalement hermétique. Pour tenir ensemble, les panneaux ont été posés les uns à côté des autres avec du métacrylate sous forme de gel entre chaque paroi, puis chauffés à 60 degrés pendant plusieurs semaines. Le temps exact d'exposition est un secret de fabrication. Malgré la complexité technique de fabrication de ces vitrages, eh bien, le fournisseur est parvenu à fabriquer les vitrages avec une tolérance d'1 millimètre sur les codes de fabrication. Donc, effectivement, le bilan de la journée est extrêmement positif pour l'équipe. La qualité des vitrages est parfaite. Mais l'un des plus grands défis est à venir. Le transport de la baie vitrée géante d'Italie jusqu'au chantier de Boulogne-sur-Mer. Les équipes de Nausicaa ont 2 options, la mer ou la route. Ça a été une véritable aventure. Alors, on a dit, tiens, on va peut-être l'amener par bateau. Alors, c'est vrai, ça paraît pas idiot. Mais bon, c'est vrai que ça présente pas mal d'aléas. Alors, on a dit, ce qui présente le moins d'aléas, c'est quand même la route. Erreur grave. La plus grande baie vitrée d'Europe vient de quitter Rome. Direction Boulogne-sur-Mer, où elle doit être installée dans l'aquarium de Nausicaa. Nous sommes en plein hiver, et rapidement les obstacles s'accumulent. Alors il y a des jours où elle faisait 80 km et c'était de l'ordre du record. Il y avait d'autres jours, elle était immobilisée, le camion a été stoppé par les forces de l'ordre. Au lieu de mettre 10 jours, elle a mis 1 mois. Parce qu'elle s'est trouvée dans la neige, le camion était bloqué. Donc ça a été l'horreur. C'est par un jour de grand froid, sous un soleil radieux, que la précieuse cargaison arrive sur le chantier après un voyage de plus de 2200 km. C'est une grande émotion parce que depuis le temps qu'on l'attend, et puis c'est vraiment symbolique. Soulagées par la nouvelle, toutes les équipes du chantier se sont arrêtées pour l'accueillir. Mais le répit est de courte durée. Dans quelques instants, une opération extrêmement délicate va se dérouler. Le grutage de l'immense baie vitrée. Les visages sont stressés parce que, évidemment, d'abord, c'est un événement important, qu'on n'avait pas le droit de se louper, qu'il s'agissait d'un grutage extrêmement particulier, qui requiert une précision extrême. C'est la phase la plus compliquée depuis le début du chantier. Il faut installer le monobloc de 54 tonnes à sa place définitive. Et pour la plus grande baie vitrée d'Europe, l'équipe du chantier a dû faire appel à la plus grande grue mobile du continent. Il n'existe que 2 exemplaires de cette machine dans l'Union européenne. Ce sont les seuls capables de soulever un tel poids. Le grutier n'a pas droit à l'erreur. Mais la grue s'est réveillée et a soulevé cette vitre. C'était évidemment, il y avait une tension, vous voyez, qui était palpable. À cet instant, les pires scénarios sont possibles. La plus grande grue mobile d'Europe est au maximum de ses capacités de levage. Un écart de trajectoire, même minime, et c'est une catastrophe pour l'ensemble du chantier. Les hommes retiennent leur souffle. On n'avait pas la possibilité ni de se tromper, ni de recommencer, ni quoi que ce soit. Il fallait que ça fonctionne et du premier coup. L'arrivée de cette grande vitre au-dessus de ce grand bassin, là, ça descend, lente descente. Tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire. Tout a été calculé, tout a été réfléchi au niveau des angles d'attaque, tout ça. Quand on fait du béton, l'unité qui est usuellement utilisée, c'est le centimètre.
Là, on devait vraiment travailler au millimètre. L'opération va durer plus de 10 heures. 10 heures d'angoisse pour toute l'équipe du chantier. Puis l'immense baie vitrée est enfin installée dans le grand bassin. La réussite est totale. C'est la première fois qu'on construit quelque chose comme ça en Europe. C'est enthousiasmant et ça nous rend très fiers de ça. À l'issue de cette journée qui a été extrêmement tendue nerveusement pour l'ensemble des acteurs du projet, eh bien, on a tous poussé un grand ouf de soulagement. Quand on pose la vitre, ça y est, on a un espace qui est prêt à recevoir de l'eau. Et ça, c'est une étape importante. Là, franchement, on rongeait notre frein. On était avides de voir ce que ça allait donner. Humainement, c'est aussi une sacrée aventure. On s'en souviendra tous. Mais avec les problèmes de transport de la baie vitrée, l'ensemble du chantier a pris un retard considérable. L'inauguration a lieu dans 10 mois. Pour que tout soit prêt dans les temps, il a fallu anticiper certains événements, bien des années auparavant. Nous sommes dans un hangar sécurisé. Le lieu est tenu secret. C'est ici, à l'abri des regards, que les scientifiques de Nausicaa élèvent plusieurs espèces rares. Parmi elles, la future star de l'aquarium, l'un des poissons les plus énigmatiques. Ah, le voilà. Il arrive. Le requin marteau. Il est bien grossi quand même. Ah oui, oui. Oui, il est très beau. Il nage très bien. Je me souviens quand on l'a reçu, quelle taille il faisait. S'il y avait un animal sur lequel il fallait cibler, c'était sur le requin marteau. Et ce sera un des animaux les phares de l'extension. 80% des animaux du futur aquarium sont nés en captivité. Mais pour le requin marteau, la reproduction est plus complexe. La star de l'aquarium a dû être capturée en pleine mer en 2011. Il a été capturé très petit, sous des réglementations précises en Australie. Ils nous ont précisé qu'à cette période et à ce moment-là, la population était assez nombreuse pour qu'on puisse le capturer. Et donc on a eu les autorisations. Alors que les plans du futur aquarium n'étaient même pas dessinés, déjà les équipes de Nausicaa élevaient le requin marteau. 7 ans d'anticipation et d'attention quotidienne. Un animal comme ça mérite le meilleur. 7 ans, c'était pas trop pour vraiment bien s'occuper de l'animal, faire en sorte qu'il ait une bonne croissance. C'est un enjeu, c'est un pari, mais tout le monde est derrière ça. La croissance des requins est beaucoup plus lente que celle des autres poissons, à peine 15 cm par an. Car contrairement à sa réputation de carnassier des océans, c'est un animal qui mange peu et assimile mal sa nourriture. C'est une période d'observation pour les animaux. Donc ici, on est au nourrissage du requin marteau. Et on va vérifier en fait qu'il vient bien prendre sa nourriture, comme c'est le cas là. Ça permet de voir l'état de santé de l'animal au plus près et de contrôler la quantité de nourriture qu'il prend. En attendant, à Boulogne-sur-Mer, 8 mois avant la fin du chantier, l'aquarium prend forme. La charpente est en place. La toiture est presque achevée. Et les artisans sont à pied d'œuvre pour poser la grande verrière qui ornera la façade. Mais tout ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg. La partie la plus surprenante du chantier est invisible. C'est le circuit d'eau de mer du futur aquarium. Il faut 10 millions de litres pour alimenter le gigantesque bassin de Nausicaa. Il n'a pas été construit là par hasard. Tous les poissons exposés viennent de la haute mer. L'eau va donc être puisée à 300 mètres du centre, directement dans la Manche. Pour cela, les ingénieurs ont conçu un système de pompage extrêmement sophistiqué, dissimulé sous la plage de Boulogne.
Enterrés à 5 mètres de profondeur, 4 tuyaux de 250 mètres de long pompent directement l'eau de mer jusqu'au centre. En tout, il aura fallu créer un réseau souterrain de 17 km de tuyaux pour mettre en eau le plus grand bassin d'Europe. Frédéric Cousin est le responsable de l'eau à Nausicaa. C'est ici que tout commence. C'est par ce tuyau qui a été installé l'année dernière, que l'eau brute arrive directement depuis la Manche. Cette eau, elle est captée par ces pompes qui sont juste là et pilotée par cette armoire extrêmement sophistiquée qui s'adapte au coefficient de marée. Cette armoire d'apparence ordinaire est le véritable cerveau de l'aquarium. Un bijou informatique qui adapte le débit d'eau pompée au rythme des marées. Plus la marée monte, plus le système capte un maximum d'eau de mer qui s'engouffre dans l'immense réseau de tuyaux souterrains. Le remplissage du grand bassin va commencer dans quelques heures. Pour l'instant, la baie vitrée, entourée d'un joint en silicone, est maintenue en place par une armature métallique. Une fois le bassin rempli, la pression de l'eau, forte de 500 tonnes, va enfoncer l'immense baie vitrée dans le mur. Ainsi, l'étanchéité du grand bassin sera assurée. Puis des plongeurs viendront retirer les éclisses métalliques, ces pièces d'assemblage qui jusque-là maintenaient la baie vitrée de 54 tonnes. Malgré sa taille, la baie vitrée ne pourrait pas supporter à elle seule la pression. Pour la soulager, le plafond de la salle d'observation est d'une épaisseur hors du commun. Les ingénieurs ont conçu une dalle en béton d'1,10 mètre d'épaisseur. Elle peut supporter le poids d'au moins 3 chars d'assaut. Il a cette épaisseur tout simplement parce qu'il reprend la poussée exercée par l'eau sur la grande baie. Donc là, on parle de plusieurs dizaines de tonnes de poussée, évidemment. Et ces tonnes de poussée, elles sont transmises par le biais de ce plancher épais qui est en fait une poutre à plat. Joël Taquet, directeur commercial, assiste lui-même aux dernières vérifications avant le remplissage du bassin. Aucun objet métallique ne doit être oublié sur le site. Sinon, c'est tout l'équilibre biologique du bassin qui est menacé. Un risque considérable pour les animaux de l'aquarium. Là, je recherche les derniers morceaux de métal qu'il peut y avoir dans le bassin. Voilà. Comme quand on rentre dans des théâtres, dans les endroits publics, c'est exactement la même chose. Vous en avez trouvé pour l'instant? Un petit peu, oui. Un bout de lame de pétan. Les vérifications vont durer tard dans la nuit. En cas d'erreur, bientôt plus aucun retour en arrière ne sera possible. Le remplissage est programmé pour le lendemain, à l'aube. C'est le jour J. Donc on y va, on actionne, donc ça se situe à ce niveau-ci. François Gosselin, l'ingénieur hydraulique du chantier, et Frédéric Cousin, le responsable de la qualité des eaux, viennent de lancer l'étape tant attendue, la mise en eau du grand bassin. On part sur quoi? Environ 30 cm par jour, c'est ça? On est à 20 mètres cubes heure, j'ai pas fait le calcul. Étonnamment, les 10 millions de litres d'eau de mer nécessaires au remplissage du grand bassin vont passer par ce petit tuyau. Et pour cause, le remplissage n'a lieu qu'une seule fois dans la vie de l'aquarium. Alors pour diminuer les coûts, les équipes utilisent un conduit déjà existant. Ce petit conduit est prévu pour renouveler les 3% d'eau qui s'évaporeront chaque jour du grand bassin sous l'effet de la chaleur des lieux. Le remplissage du bassin marque la fin du gros œuvre de ce chantier titanesque. C'est vraiment le top départ d'une opération. Voilà, on ne peut plus l'arrêter. Ça représente énormément d'investissement de la part de beaucoup de gens. Cette première symbolique de voir de l'eau qui coule dans ce grand bassin, eh bien oui, c'est toujours émouvant. Le bassin prend vie
Jusqu'à aujourd'hui, on faisait un chantier et c'est à partir d'aujourd'hui que ce chantier se transforme réellement en aquarium. Chaque jour, le bassin se remplit de 30 cm d'eau. Au bout de 2 semaines, il atteint à peine les 2 mètres. Le remplissage va durer 6 semaines entières. Puis un matin, une formidable étendue de 10 millions de litres d'eau de mer. Voici le plus grand bassin d'Europe. Il pourrait contenir à lui seul 4 piscines olympiques. Nous ne sommes plus qu'à 6 mois de l'ouverture. Les équipes sont parvenues à rattraper une partie du retard causé par la baie vitrée. Les électriciens entrent en jeu, à la rame, pour installer les 40 projecteurs qui vont mettre en lumière le spectacle marin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre là, sur la tête. Juste là. Ici, là. Mais il reste une étape décisive. Ouais, je décroche. Vérifier la qualité de l'eau et sa bonne oxygénation. La moindre erreur pourrait mettre les animaux marins en danger. Pour le plus grand aquarium d'Europe, il fallait un système de filtration hors norme. Les ingénieurs du chantier ont conçu un véritable prototype, une première mondiale. Nous sommes dans les sous-sols de l'aquarium. Ce bruit assourdissant provient du poumon du grand bassin. Il est composé de 12 immenses filtres de 50 tonnes chacun. Grâce à la puissance de cette installation, la totalité de l'eau de l'aquarium est entièrement nettoyée en moins de 4 heures, afin d'éliminer les résidus alimentaires et les déjections des poissons. Une véritable prouesse technologique. Alors cette installation, c'est vraiment une installation de taille exceptionnelle, puisqu'on est sur une des plus grandes installations existantes au monde et la plus grande installation d'Europe. Alors dans ces 12 filtres, on retrouve au total 200 tonnes de sable qui vont permettre de faire la filtration de l'eau. Donc là, on lit 135 mètres cubes. À l'intérieur des filtres, on retrouve 4 couches de sable différentes. Chaque couche a une granulométrie spécifique pour fixer les différentes particules en suspension. C'est ce système qui permet d'assurer la filtration. Et pour parer à tous les risques, les ingénieurs du chantier ont conçu une réserve d'eau de 200 mètres cubes qui permettra au centre marin d'être autonome plusieurs semaines en cas de marée noire ou d'autres catastrophes écologiques. À l'étage supérieur, Frédéric Cousin, le responsable de la qualité des eaux, effectue les premiers prélèvements. Le moindre déséquilibre physico-chimique, et c'est le risque de voir mourir des milliers d'animaux. On vérifie des paramètres physiques, température, oxygène. Ensuite, on vérifie également des paramètres chimiques, l'ammoniac, les nitrates, les nitrites, les phosphates. On vérifie régulièrement quelle est la quantité de la flore bactérienne présente dans nos bassins, tout simplement pour voir si nos systèmes de filtration fonctionnent correctement. Si les paramètres de l'eau ne sont pas bons, il faudra revérifier tout le système de filtration. Tous les paramètres chimiques, pour l'instant, qui ont été vérifiés sont excellents. Les paramètres physiques le sont également. Donc, je pense qu'effectivement, on peut être extrêmement confiant pour la suite des opérations. Opération réussie. Pas dans ta petite boîte. Les aquariologistes de Nausicaa
peuvent enfin installer les premiers coraux dans le grand bassin. Ils avaient pour objectif d'en produire 10 000 en moins d'1 an. Un défi considérable. Même pour Nausicaa, premier producteur de corail d'Europe. C'est un challenge qu'on a remporté. Alors au départ, forcément, on avait quelques petites inquiétudes. Mais de par notre savoir-faire, notre expérience avec toutes les techniques, on y est arrivé, donc c'est génial. Avec l'installation des premiers coraux, l'aquarium franchit une étape importante. Installer les coraux, c'est pour nous le début d'un processus en fait, d'installation des animaux. Alors c'est vrai que c'est le plus petit et puis c'est pas forcément le plus impressionnant de tout le bassin, mais il va permettre en fait de nous indiquer si le bassin est vraiment tout à fait prêt pour les gros animaux. Mais avant d'introduire les coraux, les plongeurs doivent préparer les parois du bassin. Préparer le mur, c'est-à-dire qu'on est en train de percer dans le mur et ensuite on va pouvoir mettre des petites tiges en fait spéciales pour pouvoir mettre dans le mur et permettre au courant de se répandre très facilement. À l'aide de perceuses, les plongeurs introduisent dans la paroi du bassin de petites tiges en plastique sans phtalate. Une matière choisie car elle est sans danger pour les animaux. Sur cette tige, ils posent un petit dôme en béton qui sert de support au corail. L'animal pourra ainsi se fixer et croître plus facilement. Depuis l'intérieur du tunnel sous-marin, Ludwig contrôle les plongeurs. Car pour se développer, le corail doit être posé dans des conditions bien particulières. Là, on est sur une espèce spécifique, qui est une espèce qui n'a pas besoin de beaucoup de lumière. Si les petites pousses de corail ne se développent pas, tout le travail accompli pendant des mois aura été vain. Alors, ce qui va être important d'observer justement sur les prochains jours, eh bien, c'est que voilà, toutes les petites boutures qu'on a mis, tout se développe bien. Ça va prendre quelques jours, mais on saura très vite. Les plongeurs vont œuvrer pendant plusieurs heures pour installer un maximum de coraux. Ces premiers spécimens parviendront à s'acclimater dans le bassin. Ludwig est satisfait. Mais la course de vitesse n'est pas finie. Nous ne sommes plus qu'à 2 mois de l'ouverture officielle. Les coraux se sont acclimatés à leur nouvel environnement. C'est au tour des premiers poissons d'être installés dans le grand bassin. Et les plus gros spécimens sont attendus le soir même à minuit. Dans ce poids lourd se trouve un véritable trésor pour les personnes présentes. Tous des spécialistes de la faune marine. Blanches, 6 jeunes raies manta, venues de Floride. Elles ont été prélevées dans l'Atlantique. Il faut beaucoup de monde en bas pour réceptionner, je crois, c'est ça? L'équipe les transfère de la cuve dans laquelle elles ont voyagé au bassin dans lequel elles vont débuter leur nouvelle vie. On n'a pas besoin de se protéger d'une éventuelle piqûre, elles n'ont pas de dard. L'opération est délicate. Il faut aller vite afin que la raie reste le moins de temps possible dans les puisettes. Avec l'eau contenue dans le sac, leur réserve d'oxygène n'est plus que de quelques minutes et les animaux risquent d'être stressés. Au pas de course, les équipes parcourent les 100 mètres de distance qui séparent le camion du bassin. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Après plus de 30 heures de trajet en avion et en camion, les raies sont totalement désorientées. Elles se cognent. Stéphane Hénard, le responsable aquariologiste, est inquiet. Les minutes passent. Puis, enfin... Ça y est, elles repartent. Elles ont nagé dans des petits volumes, c'était des gros bacs de transport, mais par rapport à ces animaux-là, c'était un tout petit volume. Et elles ont donc tourné en rond, et ça leur fait dépenser beaucoup d'énergie. Et maintenant, il faut qu'elles retrouvent leur énergie. Pour qu'elles retrouvent leur énergie, les équipes leur donnent une bouillie de poissons au biberon. Depuis 2 mois qu'elles sont en captivité, c'est ainsi qu'elles sont nourries. On va bien s'en occuper.
Pour ces raies et pour ces passionnés du monde marin, une nouvelle aventure commence. Mais les raies manta vont d'abord passer quelques jours en quarantaine avant de découvrir le grand bassin. Une étape indispensable pour la future cohabitation des poissons, car l'ordre d'introduction dans le bassin est essentiel. Sinon, les différentes espèces pourraient se manger entre elles. Quand vous mettez les animaux qui leur servent normalement de nourriture, ils vont être là la gueule ouverte, ils vont tout bouffer. Par contre, si vous avez les proies, les animaux proies, qui sont déjà en place et qui prennent possession de leur territoire, etc., vous mettez un prédateur, c'est pas lui le patron dans un premier temps. Et puis ensuite, il les nourrit, et puis voilà, quoi, hein. Donc il en mange assez peu. L'ingrédient majeur de la bonne cohabitation de tous ces animaux, c'est manger au bon moment, à la bonne fréquence et la bonne quantité. Pour nourrir les 60 000 animaux marins du centre, il faudra plus de 40 tonnes de nourriture par an. À chaque espèce, son régime propre. Et les équipes de Nausicaa ont une technique particulière pour nourrir les gros poissons. Comme les 4 raies aigles, déjà installées dans le grand bassin. Marion procède au nourrissage à la cible, autrement appelée target. Une façon de nourrir avec ce qu'on appelle un entraînement. Donc le target, c'est le signe, la croix. Et ensuite, les raies, en fait, vont reconnaître ce signe dans l'eau et elles vont venir en dessous du target. On va avoir la récompense, c'est-à-dire la nourriture. Donc on associe le target avec la nourriture. Donc quand la raie voit le signal dans l'eau, elle va venir et elle va avoir sa nourriture. Chaque espèce a une cible différente. Dès qu'elle est hors de l'eau, les poissons savent que le nourrissage est terminé. La technique permet de les nourrir à heure fixe et de vérifier que chaque espèce mange bien sa portion. Un procédé essentiel, compte tenu du nombre considérable de poissons qui va peupler l'aquarium. Côté, les équipes du chantier ont encore un autre défi à relever. Maîtriser la turbidité, autrement dit, la visibilité à l'intérieur du bassin. Avoir une eau plus trouble ou plus limpide. Il faut que l'eau soit suffisamment claire pour que les visiteurs puissent observer les 22 000 animaux marins, tout en ne se voyant pas les uns et les autres, d'un bord à l'autre de l'aquarium. Faute de quoi, ils perdraient la sensation d'être immergés dans les fonds marins. Et toute la mise en scène de l'aquarium serait compromise. On va avoir les animaux qui vont sortir du néant, un peu comme ce que vous voyez dans le bleu dans les océans. Ce qu'on a demandé aux ingénieurs, c'est qu'on n'ait pas une visibilité supérieure à 17 mètres. Il ne faut pas qu'on voit le mur, qu'on ne puisse pas voir en face, vous voyez? Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et c'est très compliqué, vous savez, de demander à des ingénieurs de ne pas trop bien travailler. Compte tenu des dimensions du grand bassin, les ingénieurs ont calculé qu'il faut une visibilité de 17 mètres afin de jouir du spectacle de l'aquarium tout en ne voyant pas les autres visiteurs. En l'état actuel, l'eau du bassin est très claire. Alors pour atteindre cet objectif, les techniciens vont devoir la brouiller en ralentissant les filtres de l'aquarium. On va pouvoir baisser, grâce à des variateurs sur nos filtres mécaniques, baisser tout doucement la vitesse de passage de l'eau dans les filtres mécaniques pour ralentir la filtration. Forcément, en ralentissant la filtration, eh bien, l'eau va légèrement se troubler. Les techniciens ont comme point de repère cette cible installée sous l'eau et placée à 17 mètres de distance de la baie vitrée. Nous avons placé ce repère, ce témoin, qui s'appelle un disque de Secchi, exactement à 17 mètres de la grande vitre. Eh bien, on distingue encore ce disque, donc ça veut dire que nous avons au moins une visibilité à 17 mètres. On doit garder cet aspect de mystère. Comme vous pouvez le constater, eh bien, quand les animaux sont présents, et notamment les grands animaux, les requins, eh bien, quand ils arriveront de cette zone d'ombre vers la zone de lumière, eh bien, ça créera effectivement quelque chose, un spectacle extrêmement impressionnant, puisqu'on ne les verra pas arriver, on les verra au tout dernier moment. Et oui, ça va participer au spectacle, à l'émerveillement, et puis forcément à la découverte eh bien, des hautes mers. Et les plus rares spécimens arrivent dans quelques heures.
Il est 17 h. Nous sommes désormais à 3 semaines de l'ouverture. Un semi-remorque vient d'arriver. À son bord, de futures stars du centre. 3 bébés requins marteaux de 3 mois. Ils ont été prélevés dans un lagon d'Australie sur autorisation spéciale du gouvernement local. Ça fait plaisir quand même. Hein. Car il s'agit d'une espèce en grave danger d'extinction. C'est vraiment des jeunes, hein, avec une grosse tête. Ah oui, oui, oui. Une opération comme celle-ci n'est autorisée qu'une fois tous les 5 ans dans le monde. Alors pour l'occasion, de nombreux médias sont présents. Les animaux sont transportés dans un container spécial. Il assure une suroxygénisation des animaux à plus de 150% afin de les maintenir calmes. Oxygène 186, la température. Je pense que vous avez ça. 22, 25, parfait. 48, 46. Il y a juste 3 degrés à perdre. Les soigneurs contrôlent en permanence le taux d'acidité et la température de l'eau dans laquelle sont plongés les requins. Ici, on est proche de l'idéal puisqu'il y a seulement 2 degrés de température d'écart. Et pour tout le reste des paramètres, l'eau que nous avons reconstituée ici, eh ben, elle est rigoureusement identique à l'eau natale de ces animaux. Ça tombe vraiment bien et on est très fiers de ça. À l'aide de ce gros tuyau jaune, l'eau du container va être progressivement remplacée par celle du grand bassin, afin que les poissons s'acclimatent à leur nouvel environnement. Mais les équipes de Nausicaa doivent encore assurer une phase délicate de l'opération. On va sortir le tuyau complet. Le transport des animaux depuis le conteneur jusqu'au bassin. Or, les requins n'ont pas de squelette, pas d'arête qui protège leur cage thoracique. Le moindre choc lors du transport, ou même une simple manipulation à la main, pourrait les blesser grièvement. Les soigneurs vont recueillir les animaux avec une épuisette en maille de caoutchouc, conçue spécialement pour répartir les efforts sur tout le corps de l'animal. Les gestes doivent être rapides et précis. Direction le bassin de quarantaine, où les animaux vont faire l'objet d'une surveillance renforcée durant quelques jours. Si leur acclimatation se passe comme prévu, ils rejoindront le plus grand bassin d'Europe. L'idée, ce serait d'avoir des bébés, les premiers bébés requins-marteaux peut-être un jour. Il faudra attendre encore 6 ans avant que les requins-marteaux n'atteignent leur maturité sexuelle. Mais dans quelques semaines, les premiers visiteurs pourront venir les admirer. Le chantier est terminé et les animaux sont maintenant installés. Les équipes du chantier et de Nausicaa sont parvenues à remporter un pari fou. Transformer le plus grand aquarium de France en plus grand aquarium d'Europe. Et véritable tour de force, le chantier est livré avec 1 mois et demi d'avance. Grâce à leur travail acharné, Nausicaa, c'est aujourd'hui 85 aquariums qui contiennent en tout plus de 17 millions de litres d'eau. Le nombre d'animaux marins a doublé avec les travaux. Nausicaa accueille désormais 60 000 pensionnaires. Et surtout, il fait son entrée dans le top 5 des aquariums mondiaux. Son avenir dans le classement international est assuré pour de nombreuses années.